Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet amphithéâtre de la rue d'Athènes à Paris. Toute l'équipe de VRT, Villerail et Transport, le magazine des professionnels de la mobilité, est heureuse de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur le thème des métros automatiques. Vous vous en souvenez peut-être, en 1983, on inaugurait le Val de Lille. C'était il y a exactement 40 ans. Aujourd'hui, dans le monde, on compte environ 1800 km de lignes de métro automatique et à l'horizon 2030, on en prévoit près de 4000. Autrement dit, le kilométrage de lignes exploitées aura plus que doublé. Si la France occupe aujourd'hui la 3e place pour la densité de ses réseaux, elle garde toujours sur le plan technique une longueur d'avance. Cela est dû bien sûr à la construction du Grand Paris Express, à l'automatisation de lignes existantes à Paris, à Lyon, à Marseille et à l'ouverture de nouveaux tronçons à Rennes, à Lille et à Toulouse. Jamais donc les perspectives n'auront été aussi prometteuses pour qu'en France, comme à l'étranger, ces prochaines années, le métro automatique devienne le maillon clé dans la structuration des mobilités. Alors, pour vous informer des dernières avancées en la matière, nous avons réuni ici ce soir deux opérateurs, RATP Dev et Keolis, une ingénierie, Aegis, deux constructeurs, Siemens et Hitachi, et un équipementier, Wabtec. Et je vous propose de commencer avec RATP Dev. Dao, Damien Hieu, vous êtes le directeur exécutif commercial et partenariat de cette filiale du groupe RATP. Votre mission, c'est de vendre à l'international l'expertise unique du groupe dans le domaine des métros automatiques sur des projets dont vous allez d'ailleurs assurer après l'exploitation. Comment présenteriez-vous brièvement RATP Dev, quelles sont vos ambitions et où en sont les lancements actuellement en cours ou en préparation? Bonjour, vous entendez là? Ouais. Déjà, merci de m'avoir invité à témoigner. Alors, je présente rapidement RATP Dev parce que je crois que c'est la première fois que RATP Dev va être présenté. Tout à fait. RATP Dev, c'est une filiale qui a tout juste 20 ans. Alors, si les métros ont 40 ans, les métros automatiques ont 40 ans, nous, on a juste 20 ans et on fait ça en décembre. Alors, c'est une filiale qui fait maintenant 25 000 collaborateurs. On est présent dans 15 pays et on fait un chiffre d'affaires à peu près d'1,6 milliard. Alors, dans les métros automatiques et dans les métros en général, ça, en fait, qu'est-ce que c'est RATP Dev? En fait, RATP propose via RATP Dev son savoir-faire en fait, dans la gestion, l'exploitation et les grands projets de métros automatiques et de gestion de grands réseaux urbains. Donc on est présent, donc, comme je vous l'ai dit, dans 15 pays. Alors dans les métros, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Dans les années 2010, en fait, on a lancé 5 réseaux, que ce soit Alger dès 2010, puis Sao Paulo, Séoul, Mumbai, et puis évidemment Doha avec Keolis. Et puis pour les années 2020, là, on a déjà 4 projets en cours. On a c'est toujours compliqué de compter. On a Riyad, on a Sydney qu'on a gagné l'année dernière, on a le Grand Paris Express où on a le plaisir de pouvoir lancer la ligne 15 et puis on travaille actuellement sur Belgrade. Christophe Sanguina, vous êtes le directeur du centre d'excellence métro et tramway de Keolis. Keolis, un opérateur qui détient d'ailleurs, je crois, toujours la première place à l'international avec plus de 280 km d'infrastructures en exploitation. Et en France, eh bien, vous venez de gagner, il y a 3 mois, je crois, les lignes 16 et 17 du Grand Paris. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur les activités d'opérateurs de Keolis ? Oui, tout à fait. Du coup, bonsoir à tous. Nous, on a la chance d'opérer ce fameux métro automatique à Lille depuis 40 ans. Donc, on a quelques contrats. Notre actualité sur la dernière année,
Elle était extrêmement focalisée sur les appels d'offres. Et en effet, le Grand Paris Express avec la ligne 16-17 on fait partie d'un de nos succès de cette année qui était vraiment important pour nous. On a eu d'autres challenges vraiment intéressants à Lyon notamment, où on a mis en service avec nos amis d'Egis le passage de GOA2 en GOA4 de la ligne B de Lyon, qui a vraiment été quelque chose de compliqué et de très intéressant à faire, et puis qui donne aussi beaucoup d'espoir pour l'avenir des métros automatiques. On a eu en Angleterre sur notre réseau à Londres, et on va avoir plutôt aussi un beau challenge qui va être l'intégration d'une nouvelle flotte sur un réseau existant, avec une mise à jour de la signalisation, une mise à jour des sous-stations. Donc tous ces projets, on voit, qui ont déjà un certain âge, dit brownfield, commencent à s'upgrader et à évoluer petit à petit. C'est toujours des projets extrêmement compliqués, souvent bien plus compliqués qu'un réseau neuf, greenfield, où tout est mis en œuvre pour le mettre en place et on n'a pas des contraintes d'exploitation en cours. Voilà. Point de vue passager, plutôt, on a quand même quelques showrooms intéressants, notamment en Inde, où on exploite un métro où là, pour le coup, même si la plupart des réseaux plafonnent à 95% de la fréquentation pré-Covid, là en Inde, ça explose les compteurs et puis on essaye d'agrandir les quais, de trouver un peu d'espace un peu partout pour accueillir des passagers. Donc ça montre aussi que dans ces pays-là, c'est vraiment important de ramener des métros. Et voilà, et puis j'étais venu il y a 2 ans parler du démarrage de Dubaï. Donc Dubaï, voilà, le gros de la vague est passé. On stabilise toutes nos opérations à Dubaï. On met en place maintenant des systèmes d'amélioration continue pour exploiter ce réseau pendant les 10 prochaines années. Voilà. On évoquait à l'instant le Val. Édouard Dumas, vous représentez justement Siemens Mobilité. Vous êtes aujourd'hui le responsable grand compte SNCF. Vous exerciez précédemment cette responsabilité vis-à-vis de la Société du Grand Paris. Malgré le caractère novateur du Néoval, où le numérique remplace l'analogique pour le pilotage automatique, la ligne B de Rennes est déjà dans le top 10 des métros les plus fiables dans le monde. Et on peut rappeler aussi que la ligne A de Rennes, qui est un Val classique, partage avec le Val de Turin un taux de disponibilité qui est le meilleur au monde, avec 99,7%. C'est donc un vrai succès dès à présent. Oui, bien sûr, c'est un vrai succès. On en est fiers. Alors, effectivement, comme vous le disiez, ça fait maintenant 40 ans que le Val de Live a été mis en service en 1983. À cette époque, déjà, on tenait des performances qui, aujourd'hui, n'ont pas été égalées, puisque on tenait 60 secondes entre chaque train. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, avec la digitalisation, visiblement, c'est sûrement plus compliqué d'atteindre des performances aussi bonnes. Bien évidemment, Siemens Mobility continue à œuvrer pour améliorer le quotidien des Lillois aujourd'hui. Alors peut-être un petit rappel rapide sur Siemens, sur Siemens Mobility et le groupe Siemens. Alors Siemens, c'est 300 000 personnes dans le monde, autour de 4 secteurs. Le secteur de la santé, bien évidemment, connu chez Siemens Healthineers aujourd'hui. Le secteur de l'industrie avec Digital Industry, où on œuvre justement à améliorer tout le secteur de l'industrie en digitalisant notamment les usines de production, que ce soit pour l'automobile ou autre. Le secteur des bâtiments avec Smart Infrastructure. Et puis donc le petit dernier, puisque c'est le plus petit des secteurs, c'est Siemens Mobility. On est 40 000 personnes dans le monde et en France, on est 800 personnes. Donc c'est pas forcément une grosse société, mais on est autour de 2 pôles principaux. Nous sommes à Châtillon et à Toulouse. Donc Toulouse, qui est le centre mondial de compétences pour les métros automatiques, et donc qui gère et qui œuvre à vendre et à développer le Val depuis 40 ans, donc, et le Néoval, donc maintenant le Néoval, donc qui dans sa version Cityval a été déployé à Rennes. Alors il existe aussi dans sa version Airval pour les aéroports, puisqu'on le développe et on le conçoit pour bientôt le métro de Francfort et le métro de Bangkok également. Voilà, donc le Cityval, c'est donc, comme vous disiez, un métro sans conducteur, qui est un métro innovant, avec son système de guidage un petit peu particulier,
Il est rapide, il est sur pneus et il est conçu pour être frugal en énergie. Et il embarque donc une technologie numérique maintenant digitale, le CBTC, développé à Châtillon par les équipes de Châtillon, au sein du Centre mondial de compétences pour le groupe Siemens de l'ensemble des systèmes de métro sans conducteur. Voilà, donc Rennes, oui, effectivement, Philippe, vous le disiez, c'est un vrai succès. Depuis la mise en service en septembre 2002, on a déjà atteint des taux de disponibilité qui sont assez élevés. 97%, je crois, dès le mois d'août. Et puis là, on est en train de se rapprocher de la ligne A, donc qui elle, se bat régulièrement, comme vous le disiez, avec le métro Val de Turin pour essayer d'avoir la première place en termes de disponibilité. Voilà, donc c'est toujours un succès. Et ce qu'on voit aussi, c'est que plus on rajoute des lignes de métro, plus on met de l'automatisme dans nos métros, et plus ça permet de développer l'ensemble du réseau, l'intermodalité. La ligne A de Rennes, je crois, du fait de l'arrivée de la ligne B, a augmenté sa capacité de transport de 15%. Donc c'est un vrai succès, oui. C'est effectivement un beau résultat. Ludovic Morel, vous êtes le directeur du projet Avenir Métro chez Egis. Rappelons-le, Egis est une ingénierie qui accompagne ses clients un peu partout dans le monde sur des projets de mobilité. Et à votre tour, pourriez-vous présenter brièvement les activités de votre groupe ? Avec plaisir, merci Philippe pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc Egis est un groupe d'ingénierie et d'exploitation international, mais les racines d'Egis sont en France. Ça remonte à plusieurs dizaines d'années, notamment dans la branche ferroviaire, puisque l'origine d'Egis Rail, la branche ferroviaire, c'est la CEMALI, la Société d'économie mixte de l'agglomération de Lyon, qui avait été créée en 1968 par René Wallmann dans le cadre des études du métro de Lyon, qui avait été mis en service 10 ans plus tard. Egis, c'est 18 000 collaborateurs dans le monde, dans un peu plus de 100 pays, sur globalement 5 000 projets. Donc je vous parlais d'ingénierie, des infrastructures, donc la ville, du bâtiment, des ferroviaires, c'est ce qui nous intéresse ce soir, le maritime, l'aéroportuaire, le fluvial, etc. Nos missions vont vraiment de l'amont à l'aval, c'est-à-dire des études de faisabilité jusqu'aux mises en service, en passant par les études classiques de conception et de suivi d'exécution de travaux. Je vous parlais d'ingénierie, également d'exploitation. Nous exploitons des réseaux routiers au nombre de quasiment 30, 28 sociétés d'exploitation routière. Également des aéroports au nombre de 20. Et plus récemment, nous avons remporté un marché d'exploitation du métro de Thessalonique en partenariat, en groupement avec ATM Milano, qui est l'exploitant du métro de Milan. Donc c'est tout récent, ça a quelques mois. L'objectif d'Egis est à la fois simple et ambitieux, c'est d'allier la qualité de vie des populations avec le développement économique des territoires. Le tout en mettant en œuvre des solutions de décarbonation pour viser, on va dire, une neutralité en 2050. Rapidement, en quelques chiffres, Egis, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 80% dans l'ingénierie, 20% dans l'exploitation, 60% à l'international, 40% en France. Donc on voit que les racines françaises sont toujours là, mais le développement se fait à l'international. En termes de classement, Egis est le premier ingénieriste français. On est 21e mondial pluridisciplinaire et 8e mondial en termes de transport. Très rapidement, l'organisation d'Egis est structurée autour de 9 secteurs d'activité, regroupés en 3 grands domaines. Le transport, les territoires, l'énergie, la ville et les bâtiments, et le conseil et l'exploitation. Et donc la partie transport et territoire qui nous intéresse plus particulièrement ce soir se décompose en 3 branches, l'urbain, l'interurbain et les structures. Donc dans l'urbain, on va retrouver les métros, l'interurbain, le ferroviaire conventionnel et les lignes à grande vitesse. Et dans la partie structure, ça regroupe tous nos experts en géotechnique, ouvrages d'art, et ponts et tunnels. Voilà.
François Destribois, vous êtes directeur développement commercial chez Hitachi Rail, un peu comme Siemens d'ailleurs. Hitachi est un groupe qui ne fait pas que du métro automatique. Hitachi, c'est aussi le Shinkansen, le train à grande vitesse du Japon. Et 80% des activités d'Hitachi ne concernent pas les mobilités. Comment décririez-vous votre groupe et quel est votre portfolio à l'international actuellement ? Bonsoir à tous. Excellente introduction. Effectivement, Hitachi fait beaucoup de choses. On est d'ailleurs aussi exploitant. On n'est pas que constructeur, c'est On vrai. va en parler d'ailleurs un Oui, petit je peu crois plus qu'on va en tard. parler un petit Voilà. peu plus tard. J'ai entendu Thessalonique. On a fourni Thessalonique, par exemple. Donc, bonne chance pour le contrat d'ONM. Le groupe Hitachi, quelques chiffres, parce que là on est vraiment sur les chiffres, donc c'est le début, c'est normal. 368 000 employés dans le monde, dans plus d'une centaine de pays, ne me demandez pas exactement. On a 760 filiales, ou un peu plus proche de 800. Et en fait, c'est donc un groupe japonais, comme vous le savez, mais avec une très forte présence, une très forte empreinte au-delà du Japon, en Angleterre, en Italie, au Moyen-Orient, une forte poussée aux États-Unis et au Canada récemment. Et évidemment en France. Donc l'effectif, si vous l'avez lu dans la presse, va sûrement évoluer dans pas très longtemps. Voilà. Et voilà. Et que fait le groupe Hitachi ? Principalement du médical, du IT, du logiciel. On a acquis par exemple Global Logic, qui est une boîte de services IT il y a 2-3 ans pour 10 milliards de dollars. Donc on est vraiment en train de se digitaliser très fortement et je pense que c'est vraiment l'ADN du groupe Hitachi. Donc en termes de chiffre d'affaires, alors on est à 10 240 000 milliards de yens, ce qui fait 63 milliards d'euros si je ne me suis pas trompé dans ma conversion. Sur cette part-là, il y a 18% qui est sur Green Energy and Mobility, donc qui n'est pas que la mobilité, mais qui inclut aussi tout ce qui est sustainability, carbon footprint, toutes ces choses-là. En fait, on travaille vraiment main dans la main avec Hitachi Energy. Et sur la partie transport, mobilité, pure et dure, là on est sur environ 7% de ce chiffre d'affaires global, ce qui fait environ 4,5 milliards d'euros. Donc sur le rail, vous voyez, je descends sur le rail. Aujourd'hui, comme je disais, voilà, il y a des pays clés, hein, Japon, UK, Italie. On est quoi ? On est 14 000 employés, dont 630 en France, par exemple. Et en fait, oui, on a un portfolio qui est assez varié. Effectivement. Alors, vous l'avez dit, je voulais le dire, mais vous m'avez devancé, le Shinkansen. Shinkansen, magnifique train. Pour ceux qui ne l'ont pas encore pris, c'est assez incroyable au niveau de confort, de ponctualité. Voilà. Bref, je ne rajoute rien. Non, mais c'est vrai que c'est unique au monde, ça c'est sûr. En termes de régularité, c'est unique au monde. C'est incroyable, c'est assez particulier. Aussi, on est très fort en monorail. Alors, on n'est pas très fort en APM, en People Mover, c'est pas notre truc. Par contre, en monorail, avec des financements japonais notamment, on est en train de construire la ligne 3 donc le monorail de Panama, par exemple. On essaie aussi de le proposer à l'export, enfin aux États-Unis, choses comme ça. On fait du tramway à Turin. Il y a le tout dernier modèle de tramway que vous pourrez voir à Turin qu'on est en train de lancer. On fait évidemment beaucoup de métro, alors du métro automatique et non automatique. On fait pas mal de commuters, notamment en Angleterre. J'ai dû en oublier. On a fait des locomotives, mais on n'en fait plus aujourd'hui. On n'a pas plus spécialement besoin. Mais j'ai envie de dire, on couvre à peu près tout le panel de la mobilité. Et je rajouterai juste avec un fort développement vers le routier électrifié. Donc tout ce qui est EV charging, flotte de bus. Et on est en train de se développer fortement. Et un dernier truc que je voudrais ajouter sur Hitachi que je trouve vraiment fascinant, je vous ai parlé d'environ 800 filiales, c'est qu'en fait, on a une approche R&D très très poussée. J'étais à Londres il y a 2 jours pour le forum européen de Hitachi R&D. C'est assez hallucinant, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais on a une R&D très très forte au Japon, mais on a aussi une R&D très forte en France et en Angleterre. Et ça peut aller de la robotique, generative AI, et toutes ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on représente 7% du business, on fait appel à cette R&D globale. Et je trouve que ça fait la différence. Merci. Oui, vous développez en fait des innovations cross-sectorielles entre les différentes branches du groupe, hein, c'est cela. Tout à fait. Et comme je vous l'ai dit, on a quand même rapproché tout ce qui est Hitachi Energy et Hitachi Rail, parce que la mobilité et l'énergie, je pense que tout le monde sera d'accord ici, c'est complètement imbriqué aujourd'hui.
Gilda Rowe, vous êtes président de Faivelet Transport Tour et dans le même temps vice-président de l'activité porte palière et infrastructure. L'équipementier Faivelet est bien connu, bien sûr, dans le monde ferroviaire pour les pantographes. Faivelet, c'est aujourd'hui une filiale du groupe Wabtec. Pourriez-vous nous présenter succinctement, à votre tour, ce groupe ? Bonjour à tous. Donc déjà, Faivelet, Wabtec, c'est une société qui a une forte empreinte ferroviaire, qui a à peu près 150 ans, même plus de 150 ans, qui est liée à la fusion de 3 sociétés qui ont été fondées par 3 personnes iconiques, qui sont George Westinghouse, Thomas Edison et Louis Faivelet, qui était un ingénieur RATP qui a été l'inventeur du pantographe. Donc Wabtec, c'est à peu près 8 milliards d'euros, bientôt 9 milliards. Les 2 tiers sont liés à l'activité fret. Donc fret, c'est des locomotives, mais aussi des équipements de fret et toute la signalisation qui est liée au fret. Il y a à peu près 1 tiers de l'activité est liée à ce qu'on appelle nous transit, donc le parti voyageur, dont le siège social est en France. Il est à noter que Faivelet emploie environ 1800 personnes en France. Il est aussi notable que nous continuons à fabriquer en France. Nous avons des centres de R&D, mais aussi des outils de production en France. On investit. Là, je suis président de Faivelet Transport Tour, c'est 950 personnes. On a des centres d'ingénierie sur lesquels on fait des centres d'études de porte palière, on fait du pantographe grande vitesse, on fait du service, on fait aussi des équipements comme des boîtes noires, des équipements de sécurité. Et on continue à investir. On fait partie du programme France 2030. Donc, par exemple, on fait partie du Corifère pour la partie du train léger innovant. Voilà, donc il y a un certain nombre d'acteurs. On continue aussi, on a eu le label Vitrine du futur, BPI, pour lequel on investit dans le centre d'impression 3D. Donc, pour s'occuper des pièces détachées. Donc, on a une très forte empreinte ferroviaire. On nous fournit énormément d'équipements. La plupart des références que les invités ont citées, en général, il y a un équipement Faivelet. Donc, c'est des systèmes de freinage, des portes palières, des systèmes de ventilation, de climatisation, des équipements de sécurité, des coupleurs, du 3e rail, des pantographes. On peut même des toilettes, pas sur les métros automatiques. Donc, en fait, on est vraiment très vaste. C'est exactement, Faivelet, c'est 25 000 personnes représentées dans 50 pays, sur lesquels on assure soit de la fabrication, soit de l'assistance et du service. Bien, après ce tour de présentation, merci d'ailleurs à nos intervenants, je vous propose que nous rentrions maintenant dans le concret. Et pour cela, je vais me tourner d'abord vers vous, Dao Damieux. Il y a 2 exemples récents qui me paraissent assez emblématiques de l'activité de RATP Dev. Le premier est Doha, au Qatar, durant la Coupe du Monde de football 2022, où le zéro problème était une exigence très forte du client. Et le second est le Caire, en Égypte, où il a fallu en quelque sorte réinstaurer les fondamentaux de sécurité, alors que vous aviez déjà commencé à exploiter. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment ça s'est passé à Doha et comment ça s'est passé au Caire ? Oui, merci. Oui, je me disais que ces 2 exemples étaient assez parlants. Alors, pour 2 raisons différentes. Ça explique l'apport d'un groupe et d'un groupe exploitant expert en fait en métro, je dirais sur 2 problématiques différentes. Le premier, c'est, vous avez parlé du Qatar. Alors, soft power, vous connaissez le Qatar, zéro problème, ça c'était une exigence, un contrat majeur, je dirais, pour les groupes français qui sont présents, RATP Dev et Keolis. Et il ne fallait surtout pas se rater. Alors ça, c'est clair. La problématique, vous le savez aussi, c'est que toutes les villes, enfin tous les matchs avaient lieu au même endroit. Donc, en gros, le trafic, il a juste explosé. Il a été multiplié par 4, voire avec des pointes à x8. Donc, c'est beaucoup. La gestion des flux, elle est totalement à repenser. La gestion des crises est totalement à repenser. Tout est à repenser, bien entendu.
Donc en fait, pendant cette période assez limitée, il a fallu envoyer énormément de personnes, parce qu'en fait, former tout le monde, c'est très bien, faire des exercices, c'est très bien, mais en gros, il faut avoir doublé, triplé comment je dirais, les ressources pour pouvoir faire face à n'importe quel imprévu. Donc un groupe comme RATP Dev, eh ben, avec l'appui surtout de sa maison mère, on a envoyé 70 personnes. Hein. Donc c'est pas petit, c'est 70 personnes, que ce soit des managers, que ce soit des experts, que ce soit des experts de premier rang, des opérationnels, des gens qui savent gérer les flux, qui savent gérer les crises, qui savent calmer les gens. Enfin voilà, tout ça en période de tension et d'excitation évidemment, puisque tout le monde est content d'aller à des matchs. Et tout ça dans un calme qui s'est réalisé, hein, et dans une performance qui s'est aussi réalisée, puisque la performance, en fait, elle n'est jamais descendue en dessous de 99,8, ce qui est quand même pas mal. Et il y a eu 0 incident. Voilà, donc ça, c'est plutôt très, très bien. On est très content de cet exemple-là. Je pense que le client a été super content de son opérateur, hein, de RKH. L'a félicité d'ailleurs, puisqu'ils l'ont nommé comme étant un des héros de la Coupe du Monde. Bon, on ne l'a pas gagné, mais bon, c'est comme ça. Le deuxième exemple, c'est le Caire. Alors le Caire, c'est une problématique complètement différente. C'était la ligne 3 du Caire qu'on a repris. C'est une ligne qui existait. Donc on reprenait 700 personnes. Les premiers audits en passant, on voit parfaitement que le conducteur, il peut dormir, il a le droit de dormir dans sa cabine. Donc vous voyez tout de suite la question. Elle est intéressante, ça veut dire qu'il faut pouvoir changer très très rapidement en fait je dirais la culture d'entreprise. Et quand je dis rapidement, c'est que généralement quand on reprend une exploitation, c'est moyen plus, mais ça va quoi. Et puis on l'améliore petit à petit en mettant des procédures. Là, il faut changer de braquet quoi. Hein, vous voyez bien, parce qu'on ne peut pas se permettre évidemment un accident, ça, aucun opérateur peut se le permettre, mais alors quand on reprend une exploitation, il y a toujours un moment un peu où il faut vraiment resserrer très fortement les cordons. Donc là, on a envoyé pareil, on a envoyé énormément de personnes, mais là, ce n'était pas un exercice, je dirais, sprint, 70 personnes, coup de poing, c'est sur la durée, faire ça très longtemps. Et changer la culture. Donc on a une équipe qui a été relativement très dense, hein, je dirais, à un moment on avait 20-30 expats quand même sur place, hein, donc c'est pas petit. Hein. On a envoyé jusqu'à 70 personnes quand même. Et ça, sur les 2-3 ans, il fallait à la fois resserrer complètement les choses, faire des audits, faire des heures carrées de formation. Hein. On a fait 180 000 heures de formation, ce qui représente à peu près 25 000 jours de formation, donc ça en 2 ans. Et donc, ça a mobilisé énormément de types de managers chez nous, hein, et beaucoup de formateurs. Voilà. Donc maintenant, on en est où ? On en est à une division par 2 ou par 3 des incidents, 88% de Net Promotion Score, donc ça, c'est pour ceux qui... Voilà, donc une satisfaction client énorme, et puis un réseau qui est sous contrôle. Mais là encore, c'est d'ailleurs un très, très beau résultat, d'ailleurs, hein, un très beau résultat. Revenons maintenant en France, et plus précisément à Lyon. En juin dernier, donc c'est tout récent, l'automatisation de la ligne B était opérationnelle. Il s'agissait pour le réseau lyonnais du tout premier passage d'un système GOA2 à un système GOA4. Christophe Sanguina, quelle expérience en avez-vous tiré et comment l'opérateur que vous êtes à traiter le volet social et notamment le reclassement des conducteurs? Alors en effet, c'est vraiment un exemple intéressant et sur lequel je pense qu'il faut beaucoup communiquer parce que ça montre que aussi c'est pas quelque chose d'impossible, même si c'est complexe et que c'est vraiment important pour l'évolution des métros, de passage en automatique. Point de vue opérateur, c'est clair que ça a été un challenge. Je pense que ce qui a été primordial, c'est la bonne coopération entre les différents acteurs. Pour le coup, l'autorité organisatrice, le maître d'œuvre, l'exploitant, les constructeurs, vraiment, c'est une part très importante. Il faut quand même se rendre compte qu'on est en train de mettre en service un système GOA4 tout en gardant une exploitation pour le public. On fait des essais dans des conditions assez dégradées par rapport à un système neuf. Hein. On n'a pas tout le temps qu'on veut pour faire ce qu'on veut.
Donc c'est quand même très intéressant et complexe à organiser, à mettre en œuvre. Et on n'en fait pas tant que ça, on n'a pas tant de références que ça, donc c'est important de bien capitaliser là-dessus. Côté social, ça peut être une inquiétude souvent, pour le cas de Lyon, mais je pense aussi pour le cas de nombreuses villes dans le monde qui sont en pleine croissance sur les transports en commun. Ça n'a pas été un sujet trop complexe à gérer, puisqu'il y a des trains en plus sur la plupart des lignes, il y a des lignes de tramway qui se construisent à Lyon. Donc c'est vrai que sur le plan social, ça n'a pas eu de conséquences pour les conducteurs qui étaient sur cette ligne. Et puis voilà, d'un point de vue passager, c'est vrai que ce passage en métro automatique, la régularité que ça apporte, la fiabilité que ça apporte, ces nouveaux trains aussi beaucoup plus grands, larges, avec beaucoup plus d'informations voyageurs, c'est vraiment quand même une évolution notable dans une ville qui passe d'un réseau de transport d'un certain nombre d'années à un réseau dernier cri, et pour le bénéfice de tout le monde, quoi, avec des aspects technologiques qu'on peut apporter, comme, et qui arriveront bientôt à Lyon, comme le fait de pouvoir utiliser ces trains en unité simple ou en unité multiple, qui permettront sans doute en plus d'apporter énormément de choses. Tout à fait, on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Restons un instant encore sur Lyon. Ludovic Morel, rappelez-nous plutôt en quoi consiste exactement pour les lignes B et D le projet Avenir Métro, et quel est le rôle d'Egis dans cette opération? Alors, l'opération Avenir Métro, c'est d'abord des hommes et des entreprises. Je ne vais malheureusement pas pouvoir tous les citer. Typiquement, l'opération Avenir Métro, c'est à peu près, on va dire, 30-40 marchés de travaux. Donc ça fait beaucoup de monde. Je citerai néanmoins, bien évidemment, pour commencer, notre client, le maître d'ouvrage, l'autorité organisatrice Citral Mobilité, l'exploitant, Keolis, Christophe en a parlé, et donc le maître d'œuvre, Egis, qui est mandataire d'un groupement avec notre co-traitant Sistra. L'opération Avenir Métro avait et a encore, parce que l'opération n'est pas terminée, deux objectifs. Le premier, c'est de répondre à une augmentation de trafic, de fréquentation de ces lignes B et D, et également A, et je vous expliquerai pourquoi. Et puis une modernisation et une uniformisation des différents systèmes du réseau de métro, puisque, comme je disais tout à l'heure, le réseau de métro de Lyon, ça remonte à 78, même s'il a fait l'objet d'évolutions régulières, il a quand même un certain âge, et donc il faut penser à le moderniser. Cette opération Avenir Métro, elle se fait autour de 3-4 périmètres. La ligne B, on en a parlé, remplacement du matériel roulant, automatisation avec déploiement d'un système d'automatisme GOA4 en lieu et place des GOA2. Sur la ligne D, c'est le remplacement des automatismes déjà GOA4 de Magali, métro automatique à grand gabarit de l'agglomération lyonnaise, sur lesquels Egis déjà intervenait au début des années 90. Et la ligne A qui bénéficie par voie de conséquence de tout cela, puisque les rames qui vont être libérées de la ligne B, les vieilles rames de la ligne B, vont aller renforcer l'offre de la ligne A en attendant sa future automatisation. Et le quatrième volet, qui n'est pas des moindres, c'est pas la même opération, mais elle est concomitante, c'est le prolongement de cette ligne B aux hôpitaux sud, avec une extension de deux nouvelles stations, un peu plus de 2 km de tunnel, qui est donc une opération distincte mais concomitante, sur laquelle du coup on a déployé les automatismes de la ligne B qu'on avait précédemment mise en service. En termes de planning, rapidement, les premières études générales ont eu lieu, donc les études amont, on les a menées en 2013, donc vous voyez, ça fait à peu près 10 ans. C'est une belle aventure. La première rame est arrivée sur site au printemps 2019 et, comme vous l'avez dit Philippe, la mise en service a eu lieu fin mai l'année dernière. Et l'extension de cette même ligne très récemment, le 20 octobre dernier. Donc les travaux, vous imaginez, ça a vraiment été très diversifié, très varié. Le matériel roulant forcément, les automatismes de conduite, on en a parlé, mais également tout ce qui en découle, c'est-à-dire qu'il faut renforcer les installations d'énergie de traction, il faut améliorer les systèmes courant faible, remplacer le TCO, le tableau de contrôle optique. Il y a eu un gros travail de fait là-dessus. Tous les systèmes d'interphonie, de téléphonie, etc. Renforcement de la voie ferrée.
du fait de l'arrivée d'un nouveau matériel roulant, et puis adaptation de l'atelier et du dépôt avec la création de nouvelles voies d'atelier et des équipements associés, puisque le matériel roulant a de la climatisation, donc il faut pouvoir le maintenir et l'entretenir, donc mettre des passerelles. Et bien évidemment aussi la création et l'aménagement des locaux existants, qui n'est pas une mince affaire non plus, pour accueillir tous ces nouveaux équipements d'automatisme et avec une attention particulière à porter sur les problématiques d'amiante qu'on peut trouver souvent dans ces anciens locaux. Donc je vais prendre juste deux petites minutes supplémentaires pour vous évoquer quand même des particularités techniques qui sont notables sur cette ligne B. Un dépôt commun avec la ligne A qui nécessite du coup que les rames utilisent une partie de la ligne A pour venir s'injecter sur la ligne B avant de démarrer en conduite automatique. Elles circulent en mode manuel sur la ligne A avant de démarrer en mode automatique. Et cette injection se fait sur un terminus qui a la particularité d'être en voie unique et qui pose des contraintes importantes en termes d'intervalle, puisqu'on est grosso modo à 120 secondes d'intervalle de ce fait-là sur la ligne B par rapport à 90 secondes sur la ligne D. Il y avait, avec l'arrivée de ces nouvelles rames, un besoin de places de remisage supplémentaires et on a mené un gros travail d'adaptation d'un tunnel de liaison qui était quasiment pas utilisé entre deux lignes, la ligne B et la ligne D, et on l'a complètement adapté et modernisé pour pouvoir accueillir ces rames en remisage, donc avec de l'éclairage, des passerelles, des colonnes sèches, du sprinklage, plein de dispositifs divers et variés. Et puis, toujours sur ce terminus, il a là aussi la particularité d'être en courbe. Donc ça rappelle un peu la station Bastille à Paris. Donc on l'a équipé en comble-lacune pour permettre aux personnes à mobilité réduite, ou pas d'ailleurs, de ne pas avoir de problème à la montée et descente, et d'un dispositif de signalisation lumineuse et sonore qui permet d'avertir les voyageurs avec un système de flash lumineux et les inciter à se reculer du bord du quai. Et pour finir, l'extension a la particularité de présenter une voie unique temporaire, c'est-à-dire qu'aux heures creuses, en début et en fin d'exploitation, le réseau est exploité en voie unique à cet endroit-là et Keolis remise des rames sur l'autre voie courante pour gagner en place de remisage. Et pour finir, une machine à laver interfacée avec les systèmes automatiques qui permettent aux régulateurs situés au PCC de pouvoir commander le lavage des trains automatiques sans personnel à pied d'œuvre pour laver les rames et éviter des hauts-le-pied importants avec le dépôt. Voilà. Avec des ingénieries comme IGIS, que vous représentez, Ludovic Morel, et également avec des opérateurs comme RATP ou Keolis, on peut réellement parler d'expertise française. Et Édouard Dumas, Siemens Mobilité, participe aussi, bien évidemment, de cette expérience unique comme successeur de Matra Transport, le constructeur du Val de Lille que l'on évoquait donc, il y a 40 ans. Exactement. Donc, effectivement, on le rappelait, depuis 40 ans, donc Matra Transport à l'époque, mais depuis 20 ans quand même Siemens, en France. Donc, nous sommes présents en France depuis tout ce temps, aux côtés disons, d'une expertise française du métro automatique. Alors, je vais distribuer des fleurs peut-être. D'abord, en premier lieu, la RATP, qui, avec une ingénierie très forte, est finalement notre premier client historique, avec le PA 135 à l'époque. Et encore aujourd'hui, un grand client pour nous et qui permet effectivement de faire perdurer cette expertise du métro automatique sans conducteur. Ça a commencé pour nous en 2001 avec l'automatisation de la ligne 1 sans interruption de trafic, qui était à l'époque une première mondiale. On passait de rame avec conducteur à rame sans conducteur. Et avec la mixité de... Voilà, et aujourd'hui, alors justement, avec mixité de trafic, et aujourd'hui, on continue avec la ligne 4, puisque on déploie exactement la même solution qu'on avait déployée en 2001. Toujours avec la RATP, donc sur la ligne 4. Ça fait à peu près 1 an qu'il y a une mixité de trafic, et on devrait terminer donc l'injection des rames et l'automatisation complète d'ici la fin de l'année. Voilà. Et puis bien sûr avec la RATP, le projet majeur, la colonne vertébrale du Grand Paris Express, bientôt la ligne 14, qui est pour le coup c'est une histoire sans fin, puisque on a commencé en 98 avec le système Météor à l'époque. C'était la première ligne donc, du métro, c'était la première ligne automatique
donc de la RATP. Elle a été étendue vers Olympiade, on l'a également étendue après Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen. Et puis bientôt, pour les JO, on devrait être en mesure, enfin on sera en mesure de terminer, de l'automatiser complètement avec le nouveau système CBTC à jour, puisque là on est pratiquement 25 ans après le premier système. Donc là ce sera une prouesse majeure encore une fois grâce aux ingénieurs Siemens, mais également de la RATP, puisque on aura pour la première fois un passage tout automatique en GOA4 et vers un nouveau système GOA4 sans conducteur. Et le tout, alors là pour le coup ce sera un Big Bang, enfin, il n'y aura pas de mixité de trafic, on fera ça en une seule nuit. Alors on vous a un peu embêté pendant les vacances de la Toussaint, pendant quelques nuits, mais on a réussi à faire des essais avec l'exploitant RATP, puisqu'on a fait tourner un carrousel avec 25 trains déjà, sur l'extension qui ira jusqu'à Orly pour pouvoir transporter tous les passagers d'ici 2024. Voilà, donc ça c'est le client principal, une ingénierie très forte. On a également la SNCF qui est un autre client majeur et puis un client surtout très expert dans son domaine. Donc là c'est un environnement ouvert, on installera et on déploie pour la première fois un système CBTC GOA4 sur le RER E, EOL. Système Nexteo défini par la SNCF pour 2025-2026. Donc là, c'est encore une complexité pas accrue, mais différente, puisqu'on s'interface à l'entrée et à la sortie du tunnel avec des systèmes historiques comme le KVB, et on doit faire des transitions dynamiques. Enfin bon, c'est des particularités techniques qui sont assez complexes. Voilà. Et puis l'expertise française, c'est quoi aussi? C'est des ingénieries, EGIS, Sistra, CETEC, qui sont là pour nous aiguillonner, pour nous pousser dans nos derniers retranchements, notamment sur les appels d'offres. On a notamment Sistra sur les lignes 15, 16, 17 du Grand Paris, voilà, pour la Société du Grand Paris qui envisage de mettre en service pour fin 2025 la ligne 15 Sud. Voilà, on sera à leur côté et bientôt, un an après environ, les premiers tronçons des lignes 16 et 17 qui seront dans le nord de Paris. Quoi d'autre? Il y a plein de Aegis également. On travaille avec eux à l'international et ça participe du rayonnement de l'expertise française. On est à Riyad où on déploie notre CBTC. Toujours pareil, la technologie de Châtillon qui est développée par le centre de compétences de Châtillon où on a à peu près 500 personnes qui travaillent là-dessus. On travaille à New York, on travaille un petit peu partout dans le monde, Budapest, Barcelone. Enfin bon, c'est vraiment une fierté de travailler dans ce domaine-là et de voir que l'ensemble des acteurs finalement sont tous très experts dans leur domaine, ouais. Et tous français. Alors, on parle effectivement d'expertise française, mais on ne le sait pas toujours. En fait, Hitachi Rail, d'une certaine manière, était déjà présent dès 1902, donc ça n'est pas d'hier, sur la maintenance de la signalisation du métro parisien. Hitachi Rail est l'héritier en fait de la CS2E, la compagnie des signaux et entreprises électriques, hein, qui allait devenir Ansaldo par la suite, et qui avait d'ailleurs développé la TVM, hein, la transmission voie-machine des TGV. Donc François Destribois, vous auriez aussi une vraie histoire dans la signalisation ferroviaire française. Tout à fait. Bon, je crois que vous avez déjà tout raconté. Et en plus, je devais vous devoir allez dire en du dire bien de beaucoup la plus, je suis RATP. sûr. En plus, j'habite sur la ligne 4 et le jeudi à 22h15, voilà, j'ai plus de... Non, j'ai travaillé 8 ans à la RATP, tout va bien. Oui, effectivement, vu qu'on est dans les dates, oui, en fait, on est Hitachi Rail et Hitachi est plus français que ce qu'on imagine. Vous l'avez dit, la compagnie des signaux établie en 1902 démarre son contrat avec la RATP en 1913, donc ça fait plus de 100 ans. On l'a renouvelé l'année dernière, donc preuve en est qu'a priori ils doivent être contents de notre travail. On a une équipe qui fait de la maintenance 24 heures sur 24 à Champs-Élysées-Clémenceau. On intervient sur 9 lignes de métro et 8 lignes de tramway, donc pour le compte de la RATP. J'ai entendu aussi donc la SNCF est aussi un de nos clients majeurs, donc Paris-Lyon en 1981, je crois. Si je dis une bêtise, je vais me faire taper sur les doigts. 1981. Modernisation en ERTMS niveau 2, mais il y a aussi, par exemple, l'équipement en ERTMS de la SEA Tours-Bordeaux.
Donc effectivement, Hitachi Rail en France a RATP SNCF comme client. Donc des clients exigeants évidemment, mais ça c'est mieux. Et ce qui est intéressant vis-à-vis de ces clients français, c'est que vu notre positionnement assez large de concepteurs, enfin fournisseurs, exploitants, mainteneurs, on peut aussi se retrouver partenaire ou concurrent avec les filiales internationales. Donc on discute beaucoup, on parlait de rayonnement français. Je travaille pour une boîte japonaise, mais je suis français, je peux constater, je peux attester de la grande influence de l'écosystème français à l'international. Et c'est vrai que tous les gens qui sont ici, on les retrouve à l'autre bout du monde. Comme je racontais tout à l'heure, je serai la semaine prochaine à Riyad et vais rencontrer des amis français qui travaillent dans le transport. Voilà, le monde est vraiment petit. Une spécificité d'Hitachi en France. Donc là, j'ai parlé d'Hitachi Rail. Il faut quand même savoir qu'on a 7 filiales du groupe Hitachi en France. Et j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une filiale de R&D à Sophia Antipolis qui est très très active et qui, comme je le mentionnais tout à l'heure, nous approvisionne en innovation. C'est assez fascinant ce qu'ils développent là-bas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui fait la différence. Et oui, on a aussi le Centre mondial d'excellence du CBTC aux Ulysses. Alors, la plupart des gens savent, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est 20 km au sud de Paris. Voilà, après Massy encore. Les Ulysses, on est environ, je crois, 400 personnes. On a aussi un site de fabrication à Rion, ça c'est au nord de Clermont-Ferrand. Donc là, c'est les 2 sites Hitachi Rail. Donc, mais je répète, le centre d'excellence mondiale est en France. Ce qui montre la concentration de l'expertise qu'on a sur ce produit-là, qui est notre produit phare. Et d'ailleurs, on a aussi des équipes qui nous supportent, mais plutôt basées en Chine et en Inde. Mais je répète, le leadership est vraiment en France. Et quelque chose dont on est assez fier, juste pour terminer, c'est en collaboration avec Paris Tech Orléans, on a mis en place un master IoT qui fonctionne plutôt bien. Je crois que l'année dernière, il y a Frédéric Bernaudin, mon collègue, qui était venu intervenir et qui donc donne des cours dans ce master. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ça montre vraiment l'implication qu'on a dans ce pays, tout simplement. Tout à fait. Et alors, on va continuer sur les produits, finalement. Gilles Darrault, quelles solutions proposez-vous chez Wabtec en matière de freinage et de porte pour améliorer le flux, pour augmenter le débit d'une ligne de métro automatique? Et je pensais par exemple à la diminution du temps de desserrage des freins de manière à pouvoir gagner sur les temps d'arrêt dans les stations. Alors, on doit servir d'abord nos clients, qui sont par exemple Hitachi, Siemens ici. Donc eux, ils garantissent une intervalle entre les rames, donc 1 et 2. Donc les trains maintenant, ils arrivent de plus en plus vite, donc il faut freiner de plus en plus rapidement. Donc on a une très bonne performance. Donc on a équipé les trains, la plupart des métros automatiques, notamment à Paris, dont on a fait la 1, la 4 et la 14, mais il a fallu repenser complètement nos systèmes de freinage. Et on l'a remplacé ce qu'on appelle GOA4. Donc on a pris en compte les demandes de nos clients, mais pas uniquement sur la partie performance minimale, qui est excellente. On a développé un système qui s'appelle Metroflex. On a vendu à peu près 2000 dans le monde. Il va équiper notamment les nouvelles lignes du Grand Paris. Et on a surpris en compte le mode dégradé. Le mode dégradé, par exemple, vous avez les distances de freinage en urgence. Lorsqu'on a une panne, on garantit quand même 50% seulement de marge. Donc, ce qui permet honnêtement de freiner, d'avoir des distances de freinage beaucoup plus courtes. Le deuxième chose, c'est qu'on prend en compte le vieillissement maintenant de nos équipements. On a une manière de contrôler nos équipements en vieillissement et on garantit de manière constante la distance d'arrêt. Voilà. Donc le système freine. Après, il arrive en gare. Après, il y a l'ouverture des portes. Donc, on a un couple généralement porte embarquée, porte palière qu'on peut fournir, comme sur la ligne 14, mais ça peut être aussi nos équipements. Donc, la porte, elle s'ouvre en 2,5 secondes, voire moins. Puis, elle doit. Donc, il y a quand même énormément de portes. Donc, sur certains métros, comme Lille, il y en a 4, mais sur d'autres, il y en a 8 par voiture.
donc 4 par face. Donc tout ça, ça demande une certaine synchronisation. Après arrive la fermeture, donc il y a énormément de choses qu'on met en place déjà pour prévenir le passager, pour éviter de le blesser, donc qui sont des signaux lumineux, donc des bandeaux lumineux, des joints lumineux ou des signaux sonores qui sont là. Et puis on ferme en 3 secondes. 3 secondes, c'est pourquoi c'est moins que de 5, parce qu'il faut éviter de blesser les gens. Mais ça demande quand même une certaine courbe de calcul qui est assez complexe. Puis après, le train va partir. Donc on a des systèmes d'entrée-entraînement, qui peuvent être notamment si jamais il n'y a pas de porte palière. Et on a un système de freinage, justement Metroflex, qui lui a été conçu pour avoir un temps de réaction extrêmement court. Donc c'est un peu comme un coureur sur les starting blocks, et il part tout de suite. Donc voilà, là c'est la performance qu'on souhaite, et c'est une performance qu'on souhaite, comme je le dis, en mode dégradé. Donc on a travaillé énormément toute la partie fiabilité. Il faut savoir que cette performance de freinage très fort, de portes qui s'ouvrent et qui se ferment très rapidement, ça a un impact énorme sur le matériel, sur les pièces mécaniques. Donc il faut mettre en place des programmes de fiabilisation énormes, des problèmes de CBM. Je suis capable de détecter maintenant par la maintenance prédictive si un switch va tomber en panne, si une porte est mal réglée, parce qu'il faut savoir anticiper la moindre panne. Une porte, les portes, c'est 30% d'un problème, 30% des problèmes de fiabilité d'un métro automatique. Donc il faut l'anticiper. Une porte qui reste ouverte, qui ne peut pas se fermer, métro automatique, il n'y a pas de mécanicien qui vient la fermer, c'est un arrêt de service, tout le monde descend. Voilà. D'un haut d'un mieux, j'aimerais que nous abordions maintenant l'aspect greenfield de vos activités au travers donc de ces réalisations de nouveaux métros à l'étranger sur lesquels vous apportez le savoir-faire du groupe dans tous les aspects du montage des projets. Et les Australiens, paraît-il, avaient été assez impressionnés par votre prestation et les compétences de RATP Dev. Donc c'est quoi cette valeur ajoutée sur le greenfield ? Alors, sur le Greenfield, en fait, le Greenfield, c'est évidemment des projets nouveaux dans des villes, des nouvelles lignes. La plupart du temps, et notamment à l'étranger, c'est à travers des contrats clés en main, des turnkey ou des PPP. Et les PPP, c'est les partenariats publics-privés où à la fois le financement, la construction et l'exploitation pendant une durée très longue, 15 à 30 ans. Ces projets-là, et notamment les PPP, qu'est-ce que ça demande ? Ça demande un produit qui doit être le moins cher possible, en tout cas pas cher, enfin rentrer dans le budget, qui doit être dans les temps, c'est-à-dire c'est des projets 6 à 8 ans de construction, donc ça doit être dans les temps, et ça doit être évidemment dans la performance voulue. Et ces projets, et ça demande quoi ? Ça demande une connaissance d'abord de ses partenaires quand on construit, qui est hyper importante, parce que si on ne les connaît pas, c'est compliqué. Enfin, c'est des métros automatiques, donc comme ça a été dit par plusieurs intervenants ici. L'ingénierie, on a intérêt à la connaître, les systémiers, on a intérêt à les connaître, et je dirais les fournisseurs de pièces essentielles comme les portes, c'est essentiel de les connaître et de connaître leurs performances. C'est-à-dire que si on s'appuie sur les documents tels qu'ils existent dans la littérature, on ne va pas aller très loin en fait pour s'assurer que le truc il marche là du premier coup. Et ça, c'est une expertise qui est développée par l'exploitant, évidemment par sa connaissance. Alors, par exemple, avec Siemens, évidemment, tous les produits qui ont été nommés, là, on en a fait beaucoup. La ligne 4 en cours, la ligne 1, la ligne 14. Donc, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment sur les connaissances au niveau des équipes, entre nous, pour faire avancer les choses. Et par exemple, sur Siemens, ça a été une des conditions de gagner. C'est évidemment qu'on connaissait très bien Siemens et qu'on avait travaillé énormément avec eux. Alors, cette expertise-là, et notamment l'expertise exploitante, c'est une chose, mais l'expertise qui est le plus importante pour les greenfields, c'est peut-être l'expertise projet pour un exploitant. Parce qu'on ne fait pas tous les jours, un exploitant, il ne fait pas tous les jours un projet de changement de signalisation. C'est un truc qui revient tous les 20-25 ans. Alors, si je prends un réseau qui a 2 lignes, ça revient tous les 25 ans. Allez, ça fait tous les 10 ans. Et on a le temps de perdre son expertise à travers ça. À RATP, il y a quand même une chance, RATP Paris, c'est qu'il y a 14 lignes pour des systèmes qui, en gros, la durée de vie d'un système, par exemple d'une signalisation, c'est 20 ans, 25 ans. Donc en gros, tous les 2 ans, je fais une moyenne, bien sûr, tous les 2 ans, il y a une expertise qui revient parce qu'il faut changer la SIG.
Alors, c'est peut-être pas une SIG GeoA4, mais c'est une SIG quand même. Et ça, en pleine exploitation, il faut quand même la changer. Et donc, cette expertise-là, elle est conservée. Alors, maintenant, sur les GeoA4, grâce à la ligne 1, les différentes extensions de la ligne 1, puis la ligne 14, avec ses différentes extensions, son changement complet de GeoA4, et maintenant la ligne 4, qui a un projet qui dure depuis 7 ans, et qui est aussi en plein changement de GeoA2 à GeoA4, cette expertise-là est complètement conservée. Voilà. Ça, c'est simplement pour dire, c'est hyper important de garder l'expertise. Et ça permet, au niveau des projets de Greenfield, de rester dans les temps, généralement, des projets. Et donner confiance. Christophe Sanguina, un mot sur l'intermodalité avec les modes doux et en particulier les trottinettes et les vélos électriques. Il y a eu des problèmes de départ de feu, je crois, à Barcelone. Faudrait-il interdire dans les métros automatiques ce type de mode doux ? Alors, je ne sais pas s'il faut les interdire. En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, on a beaucoup parlé de technique, GeoA4 et autres. J'aimerais un peu recentrer le débat autour des passagers et autour des contraintes qu'apporte le métro en général sur l'intermodalité. On voit qu'il y a quand même des changements d'habitude très importants chez les usagers. Les modes doux, prendre sa trottinette, la monter dans un bus, dans un tramway, c'est plutôt facile. La descendre dans un métro, se faire toutes les marches qui vont avec, notamment dans des réseaux complexes, c'est quand même autre chose. Et je pense qu'il faut au-delà de la technique et du GeoA4 qui est devenu, les métros automatiques sont devenus quand même une référence et que les gens maintenant considèrent comme devant fonctionner quasiment tout le temps. Il est temps de se repencher un peu sur l'usage de nos métros, éventuellement des pertes d'avantages que ça procure chez les gens, notamment à cause de l'intermodalité et de ces nouvelles habitudes. Et c'est vrai que chez Keolis, on développe tout un tas de choses autour de cette intermodalité-là, comment repenser nos accès dans les métros, comment favoriser l'intermodalité, comment être sûr qu'on puisse avoir un parcours sans accroche, et le plus rapide possible en considérant tous les modes de modalités douces qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. Je pense qu'on a tous à réfléchir là-dessus. C'est vraiment important de le penser, que ce soit sur des greenfields ou sur des brownfields, parce que c'est ce qui fera que le métro, qui est quand même le système le plus efficace pour transporter 20 000 personnes en PPHPD sur des grandes agglomérations, reste plébiscité et utilisé par la majorité de nos usagers. Voilà. Ludovic Morel, quels sont les enjeux d'une migration pour Aegis ? Alors simplement, ce serait bien de faire une réponse courte, parce que pour employer une métaphore ferroviaire, nous circulons là actuellement avec un retard d'à peu près 15 minutes, et donc il faudrait les 15 minutes me sont imputables. Oh non, c'est pas du tout ce que je disais. Non, pas du tout. Bon, je vais essayer alors d'être bref, d'avance, et puis on y reviendra si vous le souhaitez au moment des échanges et des questions-réponses, d'autant plus que les enjeux sont multiples. Je vais faire un focus sur certains d'entre eux. Le premier, Christophe l'évoquait, on est sur une ligne exploitée. Donc il y a des contraintes forcément. Cette ligne exploitée, il faut la faire vivre, il faut la faire tourner. Et donc il y a un enjeu de concomitance de travaux et d'essais et de volume associé à tout ça. Pour vous donner une idée, l'opération Avenir Métro, ça a représenté à peu près 1500 nuits de travaux pour atteindre l'automatisation. 1500 nuits de travaux, que ce soit des nuits courtes ou des nuits longues, ce n'était pas toute la même durée. Donc c'est assez conséquent. Et pour l'extension aux hôpitaux sud, on a rajouté 50 nuits et quasiment un peu plus de 30 jours de fermeture de ligne pour pouvoir tester tous les systèmes dans leur ensemble, parce que bien évidemment, il faut fermer la ligne, insérer des carrousels à 16, 17 rames, forcément, il faut bloquer la ligne. Donc ça a un impact sur les usagers, forcément. Et donc il y a un enjeu de planification très en amont, puisque le maître d'ouvrage et l'exploitant doivent communiquer vers les usagers bien en avance, et on ne peut pas se permettre, une semaine avant une fermeture, de tout annuler quelque chose qui était organisé depuis 6 mois.
Deuxièmement, c'est la stratégie de migration. Édouard évoquait la mixité sur la ligne 1. À Lyon, un autre principe qui a été mis en œuvre, c'est plus un basculement. C'est-à-dire qu'on a Mais vous aviez envisagé au départ de faire Ça une avait été mixité de envisagé. circulation, Ça hein, avait c'est été cela. envisagé pour diverses raisons. Ça n'a pas été mis en œuvre. Il a été préféré et jugé plus opportun de partir sur une mixité où du coup, on tournait le week-end avec le nouveau système, et la semaine, on revenait à l'ancien système. Alors, c'est un avantage, ça permet d'avoir une courbe d'apprentissage, de tourner avec moins de RAM le week-end. Ça a une contrainte, c'est les basculements. C'est-à-dire qu'il faut basculer d'un système à l'autre, et ça prend plusieurs heures. Et donc, ça explique qu'on ne peut pas faire ça en une nuit, quoi. Donc, ça nécessite de fermer. Notre enjeu, c'est la formation de l'exploitant. L'exploitant, il est là, il est en place, son personnel travaille, il n'est pas disponible facilement. Il faut former l'exploitant. Comme on est sur un système, il ne faut pas imaginer que le système arrive 100% opérationnel dès le départ. Il faut juger du bon moment où on commence la formation de l'exploitant. Pas trop tôt, parce que sinon il faut y revenir derrière. Et puis pas trop tard, sinon on n'a pas le temps de former tout le monde. L'autre sujet en lien avec ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un enrichissement fonctionnel. On ne peut pas imaginer sur des systèmes aussi complexes disposer de toutes les fonctionnalités dès le départ. Donc il y a toute une stratégie d'enrichissement fonctionnel. Aujourd'hui, on tourne en unité simple. Christophe évoquait tout à l'heure l'unité multiple. On tournera en unité multiple fixe l'année prochaine. Puis viendra après la composition variable avec des basculements automatiques entre unité simple et unité multiple. Christophe va en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, donc je ne m'attarderai pas. Et là, le rôle du maître d'œuvre est crucial, puisqu'il s'agit de coordonner, de planifier, prévoir, coordonner, anticiper, piloter les interventions de tous les acteurs, les entreprises, le maître d'ouvrage et l'exploitant qui, lui, doit continuer à faire vivre son réseau. Et dernier point, non des moindres, c'est qu'une fois que c'est mis en service, il ne faut pas croire que c'est terminé, parce qu'il faut démanteler et déposer tous les anciens systèmes. Parce que l'exploitant et le maître d'ouvrage ont un enjeu patrimonial associé à cela. Ils doivent pouvoir avoir de la disponibilité de ressources. Il ne s'agit pas de tout laisser en place et d'en rajouter année après année. Et donc, il y a un enjeu de démanteler, de déposer les anciens systèmes. Et là, l'enjeu, ce n'est pas de faire tomber en panne ce qu'on a réussi à mettre en service. Voilà. Et la migration GOA4 vers GOA4 de la ligne Alors, D sur de la Magali, ce serait pour quel horizon ? Alors, on est plutôt sur un horizon 2030. 2030. Voilà. Et là, ce sera un autre principe encore. Edouard l'évoquait tout à l'heure. On sera sur plus un principe de Big Bang, où on aura un prééquipement des rames préalablement avec un certain nombre d'équipements. Et au dernier moment, on installera les racks du nouveau pilotage automatique et on basculera probablement pas sur une journée, mais sur une coupure plus longue pour migrer la nouvelle ligne. D'accord. Bien, j'aimerais maintenant que l'on aborde un aspect important qui est la cybersécurité. Édouard Dumas, vous avez récemment signé un contrat pour adapter les lignes A et B de Rennes aux nouvelles normes qui sont désormais exigées par la loi de programmation militaire. Quelle est votre approche en matière de cybersécurité ? Alors la menace cyber aujourd'hui, elle n'est pas cantonnée à ce qu'on a pu voir aux administrations, aux hôpitaux. L'actualité récente nous a montré qu'il fallait renforcer la protection de nos systèmes, des réseaux de transport. On a un exemple en octobre de l'année dernière où la DSB, c'est-à-dire l'équivalent de la SNCF en Danemark, a eu une attaque au rançongiciel. Donc ça paraît simple comme chose, mais voilà, ils ont dû interrompre le trafic de l'ensemble du réseau pendant plusieurs heures. Donc, alors nous, on a un gros avantage, c'est que la France, en fait, est très à la pointe sur le sujet de la cybersécurité dans sa réglementation. Vous parliez de la loi de programmation militaire, en fait, ça date de 2013 et l'arrêté appliqué au transport en 2016, en fait, qui impose aux organismes dits d'importance vitale, c'est-à-dire les OIV, et finalement dans les transports, c'est l'ensemble de nos clients, RATP, SNCF, Société du Grand Paris, etc. Donc de renforcer la sécurité de leur système, système d'information critique. Alors bien évidemment, Siemens Mobility en France, en tant que fournisseur de systèmes, on se doit de s'inscrire dans cette dynamique-là pour pouvoir assurer la sécurité des nouvelles lignes dont je parlais tout à l'heure, la ligne 14, la ligne 4, la ligne 1 à la RATP ou les lignes 15, 16, 17 bien évidemment. Et vous le disiez également, les lignes A et B du réseau de Rennes qui font partie de ces systèmes qui se doivent d'être irréprochables d'un point de vue cybersécurité. Alors pour cela, nous on s'est
Siemens Mobility, on a lancé en fait un programme qu'on appelle TRACY, T-R-A-C-Y, CY pour cyberisation, qui consiste à en fait mettre à un niveau à cyberiser tout simplement notre système CBTC et en fait l'ensemble des composants que sont, alors c'est assez technique, mais c'est l'ATC, c'est-à-dire l'ensemble des équipements à bord des trains, au sol, la radio bien évidemment, entre les deux, le réseau tout autour et la partie supervision de l'ATS. Et donc pour ça, on travaille sur 4 sujets majeurs. Le premier sujet, c'est la défense en profondeur, c'est-à-dire si on fait une petite analogie avec une maison, vous avez la possibilité de mettre une alarme à l'extérieur, de tout fermer, mais effectivement, si à l'intérieur de la maison, vous sécurisez, vous mettez des clés sur les portes, etc., c'est bien évidemment plus simple ensuite à protéger ce que vous voulez protéger à l'intérieur de votre maison. Voilà, donc on travaille là-dessus. L'objectif, bien sûr, c'est de réduire la surface d'attaque de l'ensemble de ces composants. Deuxième sujet, c'est l'administration. Donc là, c'est la séparation logique et on essaie de le faire physiquement également. Des éléments d'administration. Alors ça, c'est pour limiter, c'est pour empêcher que des personnes extérieures puissent se connecter et qu'on ne sache pas qui c'est. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est la gestion des clés pour une maison. Savoir à chaque fois qu'une clé rentre dans une serrure, on s'assure de savoir que c'est bien la bonne personne qui a utilisé la bonne clé et qu'elle avait bien le droit de le faire. Voilà. Troisième aspect, c'est la journalisation. Donc la journalisation, c'est ce qu'on appelle les logs. En fait, c'est arriver à récupérer l'ensemble des informations et des accès et tout ce qui peut se faire dans un système pour pouvoir être en mesure de réagir rapidement si jamais une attaque se produit. Alors, si possible en temps réel ou sinon a posteriori. Puis la quatrième chose, c'est le maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire être en mesure, une fois qu'on a une menace qui a été détectée, qu'on a trouvé la solution, être capable de la déployer rapidement dans le système sans changer les performances du système et que le client puisse continuer à exploiter. Et donc vous le disiez, on a on a signé un contrat récemment avec la ville de Rennes pour pouvoir justement cyberiser le système du CBTC mis sur la ligne B et également faire des actions sur le VAL de la ligne A. Durant les 5 prochaines années, donc jusqu'en 2028. Voilà. François Destribois, il y a une spécificité d'Hitachi Well que j'avoue bien humblement j'ignorais jusqu'à tout récemment, c'est que vous y faisiez allusion tout à l'heure, vous êtes à la fois opérateur et constructeur et vous exploitez, je crois, Copenhague, vous allez exploiter Riyad, Lima, Honolulu, je crois. Vous êtes en quelque sorte un full service provider. C'est exactement ça, mais avant, je voudrais juste dire un petit mot sur la cybersécurité. C'est vrai que c'est un sujet qui est hyper important. Chez Hitachi, en fait, on a ces fonctions-là sont un peu distribuées dans la société. Oui. Donc, par exemple, chez Hitachi Rail, on a un service cyber, mais on a aussi acquis une société qui est dédiée il y a 10 ans, Hitachi Security Systems, et qui en fait des offres en interne. Et moi, ce que j'en ai appris, c'est finalement, je suis moins expert, hein, sûrement, mais il y a quand même 2 choses finalement chez nous. Premièrement, c'est la prévention, éviter que l'attaque arrive. Et là, ce qu'on voit, c'est que malgré tous les systèmes sophistiqués qu'on met en œuvre, il y a beaucoup de failles humaines en fait, de comportement. Et donc ça, le risque zéro, je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver. Par contre, et le vrai sujet, en tout cas c'est la philosophie d'Hitachi, le vrai sujet après, c'est la résilience. Une fois qu'on est rentré, voilà. C'est quoi le backup, c'est quoi les lignes défensives. C'est vrai que ça fait un peu militaire, mais oui, c'est un sujet qui est effectivement très très important. Mais voilà, mais nous on l'a traité j'ai envie de dire en centralisant cette expertise dans une société qui conseille l'ensemble du groupe. C'est une approche, voilà, c'est intéressante. Si je reviens sur les CBTC, le métro automatique. Au départ, je m'étais dit bon, on va quand même expliquer un petit peu le CBTC d'Hitachi parce qu'il est peut-être pas très connu, mais bon, j'ai l'impression. Vous me direz si je me trompe, que finalement, en 2023, les produits CBTC ont à peu près des performances ou des architectures assez similaires, assez équivalentes. Oui. Donc je crois que le sujet n'est pas vraiment là. Si je devais dire en quoi le CBTC Hitachi est différent, peut-être que d'un point de vue automatisation des fonctions, on est vraiment allé jusqu'au bout. On a une fonction Remote Rescue où on peut envoyer un train en automatique, aller chercher un autre train qui est bloqué n'importe où, le ramener au dépôt, le garer dans le dépôt, tout en automatique.
Je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse, en tout cas aussi bien que nous. Voilà. Mais j'ai envie de dire, ça se joue peut-être. Qu'en pensez-vous, Édouard Dumas? On en reparlera après, mais bon. Enfin, mais c'est ça qui est intéressant. On est à un niveau de sophistication de ces produits-là, donc c'est plus vraiment le sujet du produit, à mon avis. Et d'ailleurs, en termes de CBDC, ce qu'on a déployé, nous déjà, je ne sais pas si vous imaginez, mais on a quand même déployé 800 km de GOA2 dans le monde. Énormément de lignes en Chine, en Inde, enfin beaucoup en Asie. On a déployé 52 km de GOA4. Alors ça paraît pas beaucoup, mais on est en train de déployer 280 km de plus. Alors là, ça paraît beaucoup, mais une des prochaines lignes qu'on va mettre en service, notamment, c'est Riyad Ligne 3. Et pour ceux qui connaissent l'Arabie Saoudite, quand ils font une ligne de métro, c'est un peu comme à Dubaï, c'est plutôt 40 à 60 km. Si vous avez entendu parler de la ligne 7 qui va sortir, c'est même jusqu'à 100 km. Donc voilà, donc on est en train d'accumuler cette expertise-là, j'ai envie de dire opérationnelle. Et comme vous le disiez, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est effectivement designer, constructeur, installateur et opérateur. Donc on peut boucler la boucle. Typiquement Copenhague, c'est quand même en service depuis, je ne vais pas dire de bêtises, 2002 je crois. Ça fait quand même quelques années, on exploite avec ATM la ligne 1, 2, 3, 4. La 3 et la 4 sont un peu imbriquées. On atteint les KPI de manière régulière. D'ailleurs, c'est une exploitation qu'on fait régulièrement visiter, parce que c'est un métro... c'est un petit métro, mais qui fonctionne parfaitement. Mais voilà, mais en tant qu'opérateur, si on a une question sur le système, il suffit, c'est nos collègues en fait. Moi-même, je travaille à la fois dans l'exploitation, la maintenance et le signaling, donc c'est un peu les mêmes équipes. Et donc on a une rétroalimentation qui est directe. On n'a pas besoin de passer par un contrat. Ça, moi qui étais dans d'autres sociétés, ça change un peu la donne quand même. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et j'ai entendu tout à l'heure Dao parler de PPP, turnkey. Donc effectivement, Hitachi, on est très à l'aise sur les turnkeys, typiquement Copenhague, mais et les PPP. Je vais prendre l'exemple de Honolulu, c'est un peu exotique. Donc Hawaï, donc qui appartient aux États-Unis. En fait, on a mis en service, enfin on a livré et mis en service et on exploite le premier métro automatique des États-Unis. Alors je ne peux pas dire l'Amérique du Nord parce que Canada, mais les États-Unis, c'est nous. Voilà. Et peut-être une dernière considération par rapport à ces PPP. On a remporté il n'y a pas très longtemps le contrat d'Ontario Line, donc 19 km, métro automatique GOA4 au centre de Toronto, 8 ans et demi de construction, 30 ans d'exploitation maintenance. Et dans les facteurs, je pense, dont je peux parler, qui nous ont permis de gagner, il ne faut jamais oublier quand même c'est quand même des aspects financiers. Le PPP, pour moi, c'est avant tout un projet financier. Alors je sais, je ne devrais peut-être pas le dire, mais quand même, le credit rating de la maison mère, c'est pas neutre. La manière dont on est capable de travailler sur les 8 ans de construction et les 30 ans d'ONM à faire jaillir de la valeur et réduire les coûts en prenant en compte les aspects innovation et en faisant un peu de prospective, en fait, peut vraiment changer la donne. Et tout ça à la fin, avec un consortium fort dont les partenaires se connaissent, et là je suis tout à fait d'accord, mais en plus, si on est capable de traduire ça en chiffres, là on gagne un PPP. Alors, on ne les a pas tous gagnés, hein, mais celui-là, je trouvais que c'était un bon exemple. Et toute dernière considération, ça, je ne suis pas trop en retard, non un petit peu si. Toute dernière considération, alors je ne sais pas si les amis de Keolis ou Transdev seraient d'accord avec moi, mais dans le monde du métro automatique particulièrement, il me semble qu'il y a une tendance de fond qui fait que cette exploitation métro-auto va vers les industriels. Parce qu'on est sur de la haute technicité, de plus en plus sophistiquée. On est un peu moins dans la gestion humaine. Alors attention, la maintenance est d'une importance cruciale, mais je trouve qu'il y a une tendance naturelle. Il y a peut-être deux mondes comme ça. Il y a l'ONM, l'exploitation d'un côté, il y a des experts, dont Keolis évidemment, et le métro automatique est quand même plus technologique. Donc je pense que c'est aussi pour ça que Hitachi se sent plus à l'aise sur des métiers comme ça. Et je répète, parce qu'on est à la fois concepteur et... Gilles Darrault, vous nous parliez tout à l'heure des portes palières. Au niveau amélioration de la sûreté, vous travaillez également sur des aspects vidéosurveillance. Vous pouvez nous en dire un mot rapide ? Oui, donc moi je confirme ce que dit François, hein, c'est qu'on va de plus en plus dans ce que des projets de turnkey vers une attitude vers de l'industriel. Okay. On a installé les portes palières de la ligne 4, donc c'est un chantier qui a duré 3 ans pour nous, hein, avec une période Covid et les gestes barrières. Donc on s'excuse d'avoir bloqué certaines fois, d'arrêter la ligne à 22h30. Donc c'est quand même 2000 volumes, 2000 portes hein, que vous installez hein, avec des ans de travaux. Et le but de tout ça,
c'est pour assurer la sécurité donc, du passager. Donc déjà, on évite les intrusions en tunnel. Donc c'est des pleines hauteurs qu'on a fournies, parce que les mi-hauteurs, il y a malheureusement des gens assez téméraires pour continuer, ça ne les empêche pas. Donc ça évite aussi que les passagers tombent sur la voie, ok. Et surtout, ça évite l'entraînement des passagers. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille énormément sur la partie sécuritaire des gens qui peuvent être pris entre la porte et la porte palière. Donc ça, c'est le drame absolu si ça arrive. Donc on a généralement des solutions mécaniques qu'on utilise pour éviter qu'elles soient prises. Donc c'est des espèces de barrières, ce qu'on appelle qui poussent un peu. Mais dans certains cas, on est sur des stations, ce qu'on appelle le brownfield, où on est avec des stations en courbe. Et là, c'est impossible des solutions mécaniques, parce que des personnes de petite taille, comme des enfants, peuvent être prises. Donc on utilise beaucoup de systèmes par caméra ou laser pour faire une analyse en sécurité. Et à ce moment-là, donc on fait la détection, et comme on dit, la détection elle doit être extrêmement rapide, parce qu'elle doit aussi correspondre à ce qu'on appelle le headway, aux impératifs de headway, donc d'intervalle entre les trains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé et qu'on fournit en interface avec des CBTC d'Hitachi. Donc il y en a un, c'est à Ho Chi Minh, et l'autre, il va être mis en place sur Bruxelles. Donc on utilise des caméras pour ça, mais on utilise aussi des caméras pour la protection des passagers. Donc c'est face aux incivilités. Donc la première chose, c'est l'enregistrement. La deuxième chose, c'est aussi transmettre de la vidéosurveillance, maintenant en très haute définition au PCC. Donc elle a différentes fonctions. L'une des premières fonctions, c'est vis-à-vis des portes, parce que quand quelqu'un tire une poignée de porte, autrefois on ouvrait la porte. Maintenant on évite d'ouvrir en tunnel. Donc il y a une analyse d'image qui est faite. Et elle permet en général de vraiment faire l'ouverture des portes à la station suivante. Et le dernier point, c'est qu'on fournit maintenant d'analyse d'image. Il y a différentes solutions. Et l'une des analyses d'images qu'on fait dans les métros automatiques, c'est lorsque le train va en dépôt, on est capable de détecter s'il y a encore des passagers ou pas. Voilà, automatiquement, et de donner une alerte qu'il y a une présence humaine dans le métro automatique avant l'arrivée en dépôt. Déo Damieux, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, un exemple extrêmement concret, mais c'est la ligne 4. Pour le moment, qu'est-ce que l'on peut dire déjà par rapport à ce qui a déjà été fait ? La ligne 4, certains l'utilisent, donc bon. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que c'est déjà la deuxième ligne la plus fréquentée de RATP qui bascule évidemment en GOA4, de GOA2 à GOA4. C'était extension, c'est un projet de 6-7 ans en construction qui a commencé avec une extension, avec un changement de matériel roulant, où il reste encore 3 types de matériel roulant différents, avec une SIG qui change évidemment de GOA2 à GOA4, avec des boucles, je ne rentre pas dans le détail, mais au niveau du dépôt, c'était un peu complexe. Changement du PCC aussi, et puis évidemment, rénovation évidemment des stations, puisqu'il faut mettre les façades de quai et tout ça. Tout ça dans une période où il y a eu le Covid, l'échéance des JO qui se rapproche quand même. Donc voilà, je pense que ça a été un projet où, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu pas mal de tensions en même temps, au même moment, et tout à fait en même temps. Donc voilà, je dirais que le défi technologique était là, mais le défi le plus intéressant, je pense que ça a été le défi humain, et on oublie assez souvent, mais GOA2 à GOA4, c'est transformer complètement, révolutionner l'organisation en fait. Parce que d'abord, il faut l'accord, il faut l'assentiment, il faut la persuasion de tout un corps social. Et ça prend du temps. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'opérateur en fait. Et je dirais que sans ça, et on le voit bien quand on a des visites, en fait, les gens qui viennent nous voir de villes d'Europe qui ont des systèmes qui ont 20, 30 ans, ils sont obligés de changer en fait de système. Ils se disent, on veut passer au GOA4, mais c'est juste l'enfer. En fait, ils regardent nos exemples, ils voient la ligne 1, la ligne 4, et la ligne 14, la ligne 1 ou la ligne 4, et l'exemple qui les intéresse le plus, c'est les lignes 1 et 4 en fait. Et ça, c'est vraiment frappant. Parce que la complexité technique, finalement, à la fin, dès qu'une technologie est mature, ça va, on va y arriver, quoi. Mais la complexité organisationnelle qui est derrière, là, c'est vraiment ce qui peut faire déraper en fait un projet.
Alors le temps malheureusement passe terriblement vite. On parlait défis et challenge. Christophe Sanguina, quels sont les prochains challenges pour le métro automatique? Très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de challenges pour le métro automatique. Et peut-être pour répondre à François, je ne suis pas sûr que les challenges soient techniques. Pour moi, ils sont réellement derrière nous. Métro automatique, on l'a dit, ça fonctionne grâce au professeur Gabillard depuis 40 ans. C'est quelque chose de mature. Les gens s'attendent, et d'ailleurs les niveaux d'exigence sont extrêmement élevés sur un métro automatique. Je pense que l'avenir, il va être sur des développements techniques, certes, et d'ailleurs on a vu que le métro automatique apporte tellement que des fois on oublie certaines solutions, et je reviendrai donc sur ce dont on a parlé, qui sont l'exploitation en unité simple ou en unité multiple, qui permettent quand même, je le rappelle, qui ont beaucoup d'avantages en réduction de maintenance. C'est extrêmement important de pouvoir mettre qu'une seule voiture ou deux voitures, enfin qu'une rame en heure creuse et deux rames en heure pleine. Vous économisez presque 30% de votre maintenance. Aujourd'hui, on en parle beaucoup et les économies d'énergie qui vont avec sont substantielles. Et ça, vraiment, c'est important. Et bien sûr, pour les voyageurs, on parle d'un système qui va garder une fréquence très, très optimisée, même en heure creuse. Et ça, c'est important. Ça, c'est de la technique. C'est aux constructeurs de l'assurer. On s'est battu beaucoup pour l'avoir à Lyon. C'est quelque chose d'important. On le voit de moins en moins, alors que les capacités techniques sont là pour le faire, même si c'est complexe. Et c'est quelque chose qui est vraiment orienté sur le passager. Et pour finir là-dessus, en effet, un métro automatique, c'est beaucoup de technique, mais ça reste un outil d'usage pour les passagers, au service des usagers, et il faut vraiment se concentrer sur ces thèmes-là aujourd'hui pour moi, sur le métro automatique, l'accès de nos stations pour la multimodalité, les mesures de traitement de l'air. Je reviens de Corée, là, c'est incroyable, ils font du traitement de l'air tous les 2 mètres, dans les rames, sur les quais, etc. Et les aspects sécuritaires aussi. Donc le métro automatique est certes une énorme avancée et a été une avancée depuis 40 ans, mais il faut maintenant aller plus loin et se refocaliser sur le passager autour des métros automatiques. Alors, Édouard Dumas, Ludovic Morel, François Destribois et Gilles Darrault, nous sommes arrivés pratiquement au terme de la table ronde. Si vous aviez un mot à ajouter, très très vite, en 1 minute, qu'est-ce que vous diriez? Édouard Dumas. Oui, un mot je vais rebondir sur la qualité de l'air. Je vais rebondir jusqu'à la qualité de l'air. Le transport, on demande aux gens de monter dans les trains, on veut faire du transfert modal, et le train est quand même le métro est en concurrence avec d'autres moyens de transport. Donc il faut vraiment prendre en compte les demandes des passagers. Donc pour la qualité de l'air, c'est extrêmement important. Nous, on a travaillé sur des matériaux de friction pour émettre le moins de particules possible. Une entreprise maintenant qui est responsable doit faire attention à ce qu'il émet. Donc on a mis ça en place, c'est en déploiement sur les Mi 09 maintenant avec la SNCF et la RATP. C'est, s'il vous plaît, prenez en compte maintenant les requis passagers. Édouard Dumas, un mot, vraiment 1 minute. Un mot rapidement, puisqu'on parle de la qualité de l'air, peut-être un petit mot sur le respect de l'environnement et de la sobriété énergétique. Alors effectivement, les métros automatiques sont une part importante de ce fameux, de cette philosophie. Car finalement, la meilleure infrastructure pour ne pas créer des gaz à effet de serre, finalement, c'est celle qu'on ne construit pas. Donc, grâce au métro automatique, finalement, on permet d'optimiser l'infrastructure déjà existante de nos clients. Quand on regarde sur la ligne, juste un petit exemple sur la ligne 4, une fois qu'elle sera automatisée, elle pourra transporter 20% de passagers en plus. Grâce à un intervalle réduit, comme on disait, les CBTC permettent de passer, en tout cas, nous, on passera de 105 secondes aujourd'hui à 85 secondes. Et en synchronisant les départs et arrivées, notamment, des trains, et en augmentant un petit peu la marche sur l'air, c'est-à-dire la marche sans faire tracter, on arrivera à réduire de 15% la consommation énergétique. Voilà, juste un petit mot là-dessus. D'accord, le cadencement énergétique. Je m'arrêterai là.
François Destribois, un mot peut-être sur Automation 2.0 et sur oui, alors vu que Spécificité. j'ai un petit peu moins de temps, à la rigueur, je vais aller au bout de mon idée. En fait, je voudrais vous livrer ma vision de l'avenir du métro automatique, mais pas en tant que métro automatique, mais plutôt au sein d'un écosystème de transport. Enfin, je crois que c'est un peu le thème d'aujourd'hui d'ailleurs. On a parlé de multimodalité, de passagers, de voyageurs. C'est ça, voilà, je suis d'accord, c'est vraiment ça qui est important. Le concept de smart city est important. Le concept de data est important, mais comment je le visualise moi demain en tant que Hitachi, c'est utiliser les capacités actuelles du Generative AI, notamment pour la maintenance, utiliser plus de digital twins, comme on le fait pour à la fois du matériel roulant, mais aussi pour des systèmes de transport. On est en train de le développer. On a une solution qui s'appelle 360 Motion, qui permet de faire un digital twin d'un système de transport global, mais allons plus loin. Il faut aller jusqu'au digital twin d'une ville et de son système de transport. Et là, on arrive dans l'écosystème twin. Pour le visualiser, le métaverse est déjà là. Par contre, vous l'avez compris, il faut d'énormes capacités de calcul. Et justement, on travaille dessus avec le quantum computing. Alors, ce n'est pas la science-fiction, hein. On est en train de parler de quelques années. Moi, c'est ça que je vois. Ludovic Morel, juste un dernier mot et nous passons aux questions de la salle. Donc je passe en marche tendue, c'est ça pour... Voilà, exactement. Okay. Écoutez, moi je voudrais juste finir en insistant sur l'expertise des GIST. J'espère avoir pu vous partager notre expertise au travers d'une référence française qui est le métro de Lyon. On intervient également sur le métro du Grand Paris, sur la maîtrise d'œuvre des lignes 15, 16, 17 et 18. Mais je voulais profiter de ça pour aussi insister sur le fait que Aegis, comme je le disais au début, est à l'international. Et Aegis également a des projets et de l'expertise internationale, des projets passés, Macao, Riyad, Calcutta, etc. Et actuellement des projets en cours en Asie, comme par exemple à Manille. Je n'aurai pas l'occasion de développer, mais c'est pas grave, peut-être après. Une fois prochaine, la prochaine fois. Une prochaine fois, avec plaisir. Manille, Lausanne en Europe, et puis par exemple Santiago, la ligne 7 du métro de Santiago, où on intervient en tant qu'AMO-technique au Chili. Voilà, donc une expertise mondiale sur les métros automatiques. Merci infiniment. Donc l'heure est venue maintenant de passer aux questions de la salle. Quelqu'un aurait-il une question à poser à nos intervenants ? Monsieur, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de vous présenter juste avant de poser votre question. Oui. Ivan Sler, conseiller de l'UITP, l'Union internationale des transports publics, l'UITP qui coordonne des actions pour défendre le secteur des métros automatiques vis-à-vis des institutions européennes, notamment des priorités dans les bandes de fréquences qui permettent d'exploiter les CBTC quand demain on aura des voitures autonomes ou des autres appareils, des RLAN, Radio Local Access Networks, qui pourraient influencer les échanges d'informations. Ma question n'est pas là-dessus. Ma question, elle est simple. Est-ce que GOA4 égale PSD ? Qui veut répondre ? Ludovic Morel, Aegis. Alors, les Lyonnais vont répondre. La réponse, c'est non, pas systématiquement, puisque à Lyon, aujourd'hui, on a désormais 2 lignes de métro en GOA4, la ligne D avec Magali et la ligne B plus récemment avec un système dit SQV, de sécurité quai-voie, basé sur un système de faisceau infrarouge qui balaye la voie et qui peut détecter la chute d'une personne, d'un objet, qui sait faire le distinguo entre la chute d'un petit objet et la chute d'une personne pour déclencher des actions différentes. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais GOA4 n'est pas forcément synonyme de porte-palière. Christophe Sanguina, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, j'allais partir sur le même exemple. C'est souvent celui que je donne quand on me pose la question et quand des réseaux, là j'en parlais avec Munich, veulent passer en GOA4. Ils reculent face au coût de la mise en place des PSD ou des travaux ou de la complexité, alors que c'est peut-être pas forcément indispensable. Voilà. Mais à chacun d'arbitrer après sur ces réseaux. Une autre question ? Peut-être une réponse. Non, en fait, je pense que ça dépend aussi de l'exigence qu'on veut avoir sur la performance. Parce que s'il y a beaucoup de monde, franchement, les PSD, c'est quand même utile. Pour la gestion de flux, c'est quand même super utile. Il y a eu des réseaux comme ça qui sont, je crois, passés où il y a eu quand même des PSD qu'on a rajoutés, même sans GOA4. Hein.
Et la ligne 13, par exemple, c'est obligatoire si on veut, si on est déjà en capacité maximale, enfin on est proche de la capacité maximale de mettre des PSD. Alors dans des réseaux où il y a évidemment moins de monde, moins de tension sur le trafic, ou moins de... Enfin, les PSD, sans PSD, en fait, le risque, enfin le problème majeur en fait de perturbation de la performance, c'est le passager. Enfin, un réseau sans passager, il n'a pas de problème. Hein. C'est même l'idéal. Une autre question? Voilà, j'aurais juste complété. En fait, en effet, il y a des endroits où il n'y a pas de PSD. Le souci, c'est que vous reportez un problème sur les ports d'accès du train. Et là, ça complexifie énormément l'impact, la sécurité et la détection de personnes d'entraînement. Voilà. Donc, en fait, évidemment, ça dépend énormément du flux que vous avez et du comportement aussi des passagers. Voilà. Autre question? Oui, en haut de la salle. Bonjour. Là. Ah, monsieur aussi. Je crois que vous aviez levé Pardon. la main avant, il me semble, non? Michael Boben de l'association Métro de Bordeaux. J'aurais voulu avoir votre opinion sur le lancement d'une étude pour un métro automatique. Pour un métro, on n'est pas au stade de l'automatisation aujourd'hui, mais sur un métro à Bordeaux qui a été lancé et avec un conseiller intercommunal qui a été délégué aussi à ce projet de métro. Je me rappelle, il y a 2 ans, je vous avais posé à peu près la même question. Vous m'aviez dit que l'avenir aujourd'hui était au bus. Visiblement, Bordeaux vous a donné un peu tort sur le coup, puisqu'une étude est lancée. Donc c'était pour savoir comment vous vous positionnez les uns et les autres sur ce projet. Qui veut répondre? L'exploitant de Bordeaux, non? Moi, la réponse que j'avais faite il y a 2 ans, je m'en rappelle bien, c'était de dire que s'il y a un métro à Bordeaux, on sera ravis de l'exploiter. Voilà, mais on adore les métros et les tramways. Et alors personnellement, un peu moins les bus, parce que je ne m'occupe pas de bus, mais et nous, on veut bien les fournir, hein, pas de souci. Hein. Et nous, on veut bien les concevoir. Donc, un consortium, mais voilà. Une autre question? Bonjour, Roland Neige, je suis doctorant dans une start-up qui s'appelle Futurail, qui a pour but de développer un système de détection d'obstacles pour le train autonome. Donc, je voulais savoir, en fait, sur le passage de GOA2 à GOA4, comment vous avez géré l'acceptation du risque par le grand public? Est-ce qu'il y a une acceptation du risque qui était la même entre donc, des conducteurs humains et des conducteurs logiciels, ou ça a beaucoup augmenté, et comment vous avez pu quantifier ça et gérer ça? Moi, j'ai un début de réponse, mais qui vient de... Je n'ai pas connu le début des métros automatiques, où j'étais trop jeune et j'habitais pas à Lille. Par contre, je reviens de Corée et en Asie en général, où dans les métros automatiques, il y a toujours un train agent qui est présent. Et j'ai compris que c'était lié à l'acceptation du public de se dire mince, il n'y a personne dans ce train. Donc, ils ne sont pas encore habitués culturellement à ne pas avoir personne dans un train. Donc, je pense que ça prend du temps, en effet, et qu'il faut l'intégrer dans vos études et dans vos prospectives. Autre question, monsieur? Merci. Bonsoir, Nicolas Tarbès de Waptec. Je te passe après, Francis. Merci déjà à vous, parce que nous, on se nourrit on va dire, d'avoir la vision des gens qui sont en amont de ce qu'on fait nous, et donc de comprendre les usages. Et à ce titre, est-ce que vous pouvez expliquer si potentiellement tous les métros du monde sont éligibles au GOA4, ou à partir du moment où on veut mettre plus de personnes, ou s'il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte pour dire parfois c'est possible, pas possible. Quels sont les facteurs principaux qui font que c'est possible ou pas possible? Edouard Dumas? Moi, je pourrais dire, à mon avis, techniquement, je ne pense pas qu'il y ait un frein ou un problème particulier. Alors, bien évidemment, on trouvera toujours une ligne particulière avec une fourche, un endroit qui tourne trop, etc. Mais ça sera marginal. Je pense que surtout, c'est le problème financier et le retour sur investissement. Enfin, on le voit aujourd'hui à la RATP, on a Île-de-France Mobilité qui pousse énormément pour l'automatisation, sauf que, vous le voyez bien, il y a des lignes, elles ne seront jamais automatisées parce que... ou peut-être dans très longtemps, une fois que ça coûtera plus grand-chose, que ce sera tellement... on pourra le faire dans un claquement de doigts, et parce que plus personne ne voudra conduire des lignes de métro. Mais tant qu'il y a des conducteurs, je pense qu'il y a certaines lignes qui ne seront jamais automatisées parce que ça ne vaut pas le coup. C'est quand même la puissance publique, dans la plupart des cas, qui paye. Vous vous retrouvez avec c'est des opérateurs publics. Donc,
C'est plutôt ça le problème, à mon avis. Dao, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, je ne suis pas un technicien, mais par contre, je vois à peu près comment les contraintes. En fait, d'abord, il y a métro et métro, hein, parce que quand on parle métro dans le monde, il y a des métros, il y a des lignes de 50 km. Et en fait, le problème du métro automatique, c'est qu'il faut quand même tout contrôler là. Enfin, ça veut dire que ça doit être en totale intégrité. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'utilise pas les mots techniques, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de faille. Alors, plus c'est long, plus c'est ouvert, plus il y a un pont au-dessus ou il y a quelque chose qui peut être jeté, tout de suite, ça crée une grosse perturbation dans le système. Et tout de suite, il faut trouver la solution technique, blindé sur blindé, enfin voilà. Donc ça, c'est compliqué. Ça me rappelle un projet là qui en ce moment à DSB, c'est au Danemark. C'est le RER, ils essaient de le transformer. Mais c'est rapidement compliqué. Dès qu'on rentre un tout petit peu dans le détail, on voit tout de suite la complexité. Et pourtant, on ne peut pas dire que la signalisation, les gares danoises soient pas au top. Elles sont au top. Le problème, c'est que d'un métro automatique, il ne peut pas y avoir de faille sécuritaire. Or, avec un conducteur, il y a ce qu'on appelle le conducteur prend une grande partie de la sécurité. Et ça change beaucoup de choses. François Describois, juste pour ajouter quelque chose par rapport à ça, j'ai l'impression qu'on mélange peut-être deux sujets. Il y a le greenfield d'un côté, le brownfield. Je pense que le sujet financier, la complexité du brownfield, évidemment. Je me pose peut-être la question en greenfield. Aujourd'hui, en 2023, si on construit une ligne de métro classique, alors je ne sais pas ce qu'on appelle classique, 30 km, un peu de viaduc, un peu de tunnel, la technologie est là. On l'a dit en plus, on l'a tous dit, et ça fait longtemps qu'elle est là. Intuitivement, je dirais que, sauf raison particulière, pourquoi on ne ferait pas un métro automatique? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je propose de compléter. Je pense que, comme tu le dis, François, la technologie est là, mais les systèmes sont complexes, donc ça a un coût, Édouard le disait, et je pense que le GeoA4, il n'est pas là juste pour être gadget ou se faire plaisir techniquement. Le GeoA4, il est là pour répondre à un besoin, et il faut revenir aux besoins. Et pourquoi on passe une ligne à un GeoA4? C'est pour répondre à un besoin de souplesse d'exploitation, de débit, et c'est pour ça qu'on fait du GeoA4. Autre question, monsieur? Oui, bonsoir. Je vais me permettre de faire à la fois un témoignage et peut-être une question qui suivra. Je suis Francis Nakache. J'ai dirigé le constructeur CAF en France pendant une dizaine d'années. Je connais la plupart des personnes qui sont assises ici. Et j'ai créé mon cabinet de conseil il y a 3 ans. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler, c'est surtout pour reparler du Val. Parce que je suis probablement dans la salle un des seuls qui a participé à cette aventure. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu. Moi, j'ai conduit le Val. Et faisais partie des équipes qui l'ont conçu. Et ça amène deux remarques. Vous avez parlé de l'acceptation par le public. Je peux vous dire qu'à Lille, ça a été accepté tout de suite. Non seulement ça a été accepté, mais on a fait des expériences avec des passagers à bord pendant l'exploitation. Je me souviens d'avoir testé la fonction accostage automatique pendant l'exploitation avec des clients potentiels américains. Donc on a annoncé aux passagers qui étaient dans le Val à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, on va s'arrêter, le train suivant va venir, va accoster, on va repartir tranquillement. Et ça s'est passé très bien, et au contraire, les passagers étaient très excités de voir ça. Et je n'ai jamais vu de passagers inquiets lors du démarrage du Val il y a 40 ans. Et ça c'était juste le petit témoignage du vieux combattant. Excusez-moi pour ça. Mais ça amène une autre question, et là plus particulièrement, c'est que quand on a conçu le Val, on a conçu des fonctions très complexes. Celle dont je viens de parler, l'accostage, c'était une fonction extrêmement complexe parce qu'elle vient complètement à l'inverse du principe de la sécurité sur un métro automatique, qui est de garder toujours une distance entre 2 métros. Et donc je peux vous dire qu'on s'est arraché les cheveux. Moi, j'en avais déjà pas beaucoup, mais on s'est arraché les cheveux pour faire ça. Et ma question, c'est est-ce que dans les métros actuels qu'on conçoit en GeoA4, on a ce genre de fonction où on s'est dit maintenant qu'on n'en avait peut-être pas besoin, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que sur le Val à Lille, on ait utilisé cette fonction pendant les 40 dernières années beaucoup. Qui veut répondre à M. Nakache? Christophe Sanguina? Oui, je veux bien. Moi, je pense que ces fonctions, elles sont toujours primordiales et importantes pour la réactivité
pour typiquement aller chercher une RAM, aller chercher une RAM en ligne. Je ne sais pas combien de fois ça a été utilisé à Lille ou sur d'autres réseaux. Par contre, ce que je déplore, c'est que ça a tendance à disparaître en effet pour des raisons de coût, alors que pour le coup, pour le confort des passagers et la réactivité sur la ligne, pour éviter de se retrouver avec des gens qui déclenchent la sirène d'alarme et qui descendent sur les rails et qui génèrent un risque d'accident extrêmement important, je pense qu'on ne devrait pas regarder ça à l'économie. Voilà. Et merci, Monsieur Nakache, pour ce témoignage. Une autre question ? Il y a 3 bras qui se sont levés. Je te laisse, Elliot. Bonsoir, Claude Chauvet, adjoint au maire de Sevran, et donc, sur laquelle il y aura 2 stations de la ligne 16 et accessoirement ancien cadre de Siemens. Ma question, elle s'adresse aux opérateurs. Est-ce que vous avez anticipé d'avoir une flotte de capacité suffisante pour absorber une affluence qui sera peut-être, sur les lignes 15, 16 et 17, bien supérieure à ce qui était imaginé dans les plans, parce qu'en général, on est pessimiste, ou en tout cas bien supérieure beaucoup plus vite que prévu? Qui veut répondre? C'est une question qui sort un peu du cadre. Ouais. C'est ça le problème. On peut signaler que le dimensionnement sur ces lignes-là ou sur d'autres, en général, il n'est pas fait par l'opérateur. Après, l'opérateur, il joue avec les outils qu'il a. La technique pour pousser un peu les fréquences au maximum, c'est ce qui peut être fait pour essayer d'optimiser. Tout à l'heure, je parlais d'Hyderabad dans l'introduction, où là, on essaye de jouer sur tous les volets parce qu'on a des problèmes de flux passagers, qu'on a énormément de demandes. Et en effet, on tire sur tous les curseurs pour avoir une exploitation la plus performante possible. Voilà. Mais au départ, dans le dimensionnement, en effet, c'est quand même très important, là, peut-être que tu pourras le signaler, de faire un système bien dimensionné dès le début et à long terme, c'est quand même la garantie pour avoir un système périn pendant longtemps, quoi. Oui, je confirme. Alors, je ne connais pas le détail des études du Grand Paris Express parce que je n'interviens pas dessus. Il faudrait plutôt demander à mes collègues. Mais d'une manière générale, quand on est maître d'œuvre, quand on fait les études de conception, bien évidemment, constamment, on conçoit le système de transport avec une marge suffisante pour permettre un accroissement de la demande et faire en sorte que le système ne soit pas déjà saturé dès sa mise en service. Donc il y a toujours une marge qui est prise en compte pour le dimensionnement d'une infrastructure de transport. Ouais, toujours. Alors, moi, je vais répondre aussi un peu sur le sujet. Je pense qu'il y a, en tout cas dans les études qui nous ont été fournies pour les opérateurs, ça tenait la route. Hein. Donc la question est plutôt si vraiment ça dépasse, mais c'est d'abord un succès, il faut peut-être le rappeler, c'est-à-dire que si ça dépasse complètement les prévisions, on est tous contents. Alors, sauf au moment où on commence à arriver à la capacité. Maintenant, les lignes sont assez évolutives. Je prends la 15 et elle va évidemment évoluer. C'est-à-dire que normalement, il y a des extensions. Et donc, il y a des marchés. Enfin, je pense qu'IDFM a pris... je ne connais pas le détail, mais je pense que IDFM a pris évidemment des options pour acheter du matériel roulant, si c'est juste le matériel roulant. En général, c'est ce que font les autorités. Un petit commentaire, et pas sur ce projet, donc je suis assez à l'aise pour donner un feedback, mais sur les PPP, les projets très longs, évidemment, tous ces mécanismes sont prévus. De ma petite expérience, il est rare que l'affluence suive exactement la courbe qui a été définie par les ingénieristes. C'est assez rare. Donc tout le jeu est dans les mécanismes en fait. Comment on peut rajouter une voiture sur un train consist, sur un train existant. Combien de temps avant il faut prévenir l'industriel. Attention, n'arrête pas ta chaîne de fabrication, on aura peut-être besoin de quelques trains de plus. Tout ça est prévu. Donc je ne connais pas ce contrat en particulier, mais sur les contrats longs, justement, je pense qu'une des expertises qu'un constructeur doit avoir, c'est celle-là, justement. C'est s'assurer d'avoir un flux, adapter le flux de fabrication, avoir assez d'anticipation, etc., sur des très longues périodes.
Bien, le temps imparti pour cette conférence est maintenant terminé. Il me reste à remercier chaleureusement nos 6 intervenants de ce soir. Ce que nous avons entendu était réellement passionnant. Il me reste à vous remercier aussi, chers amis du public, qui venez de plus en plus nombreux, et vous aussi qui nous avez regardés sur Internet. J'espère vous retrouver pour une prochaine conférence de VRT. D'ici là, le plus important, portez-vous bien et à bientôt.